Chérif. Bonjour Nyanya. Kader. Bonjour Nyanya. Bienvenue. Bonjour Kader. Et bonjour à nos internautes à cette 9e édition, je comprends, Très bien ça. des Job Stories, votre émission donc, qui parle emploi, carrière, compétences, talent. Notre invité du jour, Kader Camara, coach, conférencier, formateur, auteur, qui est passionné d'entrepreneuriat et qui aujourd'hui a accepté donc de venir échanger avec nous sur un concept qui est relativement récent mais qui prend de plus en plus de place, qui est l'intrapreneuriat. Donc je vais peut-être laisser Chérif prendre la parole et après Kader va se présenter rapidement. Peut-être, tu me laisses la parole. Peut-être. Très bien. Kader, on est heureux de te recevoir dans ce 9e numéro de Job Stories. Tout le plaisir pour moi. Un numéro spécial parce que juste là, on parlait d'emploi, on a parlé d'entrepreneuriat, mais c'est la première fois qu'on parle d'intrapreneuriat. Donc ça veut dire même c'est un vocable qui pourrait être nouveau pour la majorité donc, des internautes qui nous suivent au balcon. Et c'est un honneur donc de te recevoir et d'avoir donc la primeur, entre autres, de parler de ce sujet-là, je veux dire qui est d'actualité, qu'on entendait donc dans d'autres sphères. Et aujourd'hui, on veut mieux comprendre pourquoi ce vocable. Déjà, et pourquoi c'est important que tu puisses toi te présenter afin que nos internautes donc, puissent en connaître davantage sur la personne donc, que vous êtes. D'accord, merci Chérif. Alors donc c'est Kader Camara, je suis coach, formateur, consultant, auteur, entre autres. Donc dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership, du développement personnel. Et j'évolue entre Montréal et Dakar parce que je réside à Montréal, donc je suis très souvent à Dakar par contre pour donner des formations et pour les autres activités professionnelles. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai été informaticien, par la suite comptable et maintenant formateur. Donc c'est un parcours atypique comme j'aime à le dire. Donc voilà un peu pour la présentation. Maintenant pour ce qui est du concept de l'intrapreneuriat, effectivement c'est un concept qui est relativement nouveau et très intéressant parce qu'au fond, pour faire bref, c'est utiliser les concepts de l'entrepreneuriat dans le monde de l'entreprise. Moi, avant qu'on avance, il y a quelque chose qui me parle. Ouais. Et c'est assez particulier donc, suite à ta présentation. Oui. Parce qu'à un moment, tu as dit que tu étais informaticien et là, tu es coach. Les informaticiens sont souvent donc, des gens introvertis. Ok. Souvent, en tout cas, ils sont caricaturés comme tels. Et ils vivent dans une espèce de Ils sont voilà, dans leur coin en entreprise et qui programment, je veux dire, voilà, qui ne pensent pas d'ailleurs, en fait, think out of the box. Contrairement, je veux dire, aux autres qui sont dans le marketing, dans les ressources humaines, qui sont beaucoup plus ouverts au monde. Donc, quitter de la position d'informaticien à coach, je veux dire, à demander probablement beaucoup de travail. et d'adaptation. Je veux dire, parce que quand tu es coach, je veux dire, tu es ouvert et voilà, beaucoup plus d'interaction. Quand tu es informaticien, ce n'est pas le cas. Tu parles plus à la machine qu'aux humains. Effectivement, c'est vrai que les informaticiens ont tendance à être dans leur bulle et j'ai été aussi un informaticien un peu atypique. Alors, c'est vrai que je suis de nature réservée quand même. Et malgré tout, même quand j'étais informaticien, moi je considérais l'informatique comme un support à l'entreprise. Contrairement à beaucoup d'informaticiens qui considèrent l'informatique comme le centre du monde. Alors, donc c'est un peu ça la différence. Moi je considère que l'informatique, au même titre que les autres aspects, les autres fonctions de l'entreprise, c'est des fonctions support. Et à moins que, disons, l'activité principale de l'entreprise soit liée à l'informatique, voilà. Mais sinon c'est un service support, il faut le considérer comme tel.
Malheureusement, beaucoup d'informaticiens ne le voient pas comme ça. Et puis, mais bon, je pense que ça a tendance à changer. Maintenant, pour moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu une transition entre mon métier d'informaticien et mon métier de coach. Entre-temps, j'ai viré en comptabilité. D'accord, ok. Voilà, et c'est quand même quelque chose qui m'a... Nos invités ont souvent plusieurs vies, hein, oui, quand tu regardes bien. Effectivement, j'ai plusieurs vies professionnelles. Et disons que quand je suis allé en comptabilité, ça m'a ouvert au monde du management en général. D'accord, ok. Parce que en fait, je suis allé en comptabilité non pas pour la comptabilité elle-même, mais pour... parce qu'en fait, je considérais la comptabilité comme une fonction essentielle dans l'entreprise, dans le sens où c'est la comptabilité qui, voilà, tu vas savoir si l'entreprise va bien ou pas. Les Donc, évaluations. ouais, en fin de compte, c'est les chiffres qu'on regarde, quoi. On regarde si l'entreprise fait des bénéfices ou pas. Et ça, c'est le domaine de la comptabilité. Et ça permet de comprendre, en fait, toute la dynamique dans l'entreprise. Et donc, la comptabilité m'a mené à la gestion et au coaching indirectement. D'accord. Je dirais quand même que j'ai toujours pratiqué le coaching de façon informelle. Très bien. Voilà, donc là, maintenant, c'est de façon un peu plus formelle. Excellent. Quel est le background aujourd'hui des cadres en termes d'études jusqu'à devenir, en fait, jusqu'à obtenir le premier emploi? Alors, en termes d'études, bon, jusqu'au premier emploi, c'était quand même assez simple. J'ai fait après le bac ici au Sénégal. C'est quel bac? Le bac C, avant le Avant changement. S1, S2. Alors c'est, ouais, je pense, c'est S1, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors après le bac S1, je suis allé en France pour des études d'informatique. Et par la suite, bon, tout naturellement, j'ai intégré le milieu professionnel comme informaticien. Et j'ai travaillé quelques années en informatique. Par la suite, c'est quand j'ai quitté la France que je suis arrivé au Canada. En fait, les premières années, j'ai continué à travailler en informatique. Par la suite, j'ai décidé de retourner aux études parce que j'avais cette envie-là d'ouvrir mes horizons, disons. Je suis allé m'inscrire en comptabilité. Je ne connaissais rien en comptabilité. Je suis allé à l'université en première année. C'est un choix original. Comme grand débutant. Après une carrière quand même. Ça demande beaucoup d'humilité. Ouais, il faut. Alors, comme grand débutant, j'ai fait tout le cursus jusqu'à l'expertise comptable. Aujourd'hui, je ne suis pas membre de l'ordre des CA du Québec. Alors, parce que je vis à Montréal, je ne fais pas partie de l'ordre, mais j'ai fait tout le parcours jusqu'à l'expertise. Et justement, ça m'a ouvert au monde du management, aux autres aspects aussi de l'entreprise. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à formaliser ma pratique du coaching que je faisais de façon un peu informelle. D'accord. Voilà. Donc, pour en revenir quand même à notre thème du jour, l'introduction était importante. Je suis entièrement d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord. Ça permet déjà d'avoir une meilleure vision de l'homme, en réalité. Donc, intrapreneuriat, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Pas en termes théoriques, hein, mais pour quelqu'un comme, pour un employé en règle générale, comment est-ce que ça se manifeste dans l'entreprise? Ok, en général, dans l'entreprise, surtout dans nos entreprises telles qu'on les connaît, bon, c'est assez rigide. Un employé fait ce qu'il a à faire et puis il obéit aux ordres et puis c'est tout. Voilà, et puis il essaye de coller à la description de poste le plus possible. Qui d'ailleurs est rarement vraiment spécifique, clair, etc. C'est souvent un fourre-tout de tout et n'importe quoi. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts à faire. Oui, effectivement. Alors, l'employé, en fait, s'il intègre le concept d'intrapreneur, c'est essayer en fait d'implanter au niveau de son emploi, de son entreprise, les concepts de création d'entreprise, qui sont déjà à la base la prise de risque, et l'innovation. La créativité, oui. Voilà, la créativité aussi, surtout. Donc l'innovation, la créativité, la prise de risque, c'est des choses en fait qu'on n'a pas tendance à vraiment valoriser en entreprise, effectivement. Et les dirigeants d'entreprise, la hiérarchie,
à commencer par elle, ne valorise pas la prise de risque. Exactement, parce que ça c'était une de mes questions, c'est est-ce qu'aujourd'hui dans nos écosystèmes africains francophones, parce que par contre l'intrapreneuriat, je pense qu'il est très développé dans les pays anglophones. En fait, il est beaucoup plus développé dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Et donc ma question c'était ça, c'est est-ce que même les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils ont cette approche-là de laisser les employés, la latitude aux employés d'exprimer leur créativité? Non, c'est pas quelque chose de naturel, sous vos latitudes en tout cas, c'est pas quelque chose de très naturel. Que ce soit un propriétaire d'entreprise qui crée son entreprise et a des employés, ou une grande entreprise avec une hiérarchie, un chef de service, un directeur n'aura pas forcément ce réflexe-là de donner plus d'autonomie, d'encourager la prise de risque. Et malheureusement, on le voit, il n'y a pas beaucoup d'innovation justement à cause de ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile dans les entreprises de production. Je m'explique, où tu as des fois une chaîne de valeur multiple et variée. L'employé qui a le sens de l'initiative peut voir tout de suite des postes où l'entreprise gagnerait. Donc, tu as parlé de comptabilité, donc en termes de réduction des coûts, on peut dire donc sur tel segment, si on parvient à réduire, je sais pas, à faire telle chose, on réduirait les coûts et que lui-même se charge de produire ce service-là. Ou en tout cas de le pitcher, de le proposer à sa hiérarchie en mettant en avant les avantages. Les avantages, ça peut être quelque chose, je veux dire, dans les banques. Je m'explique. Le personnel, en Occident, ce n'est pas le cas parce que les banques n'ont plus assez de ressources humaines, comme c'est le cas ici. Ici, quand tu pars dans le front office, les gens font beaucoup de choses en même temps. Quand tu prends donc une caissière ou un caissier, qui en fin du mois, comme c'est le cas, peut recevoir 200 personnes par jour. Ça veut dire que c'est énorme en termes de J'ai un doute, parce que vu le délai d'attente, quand il n'y a que 10 personnes devant toi, ça m'étonnerait qu'un caissier puisse faire 200 personnes par jour ici. D'accord. Supposons qu'on peut faire des simulations. Je veux dire qu'ils reçoivent quand même 10 personnes par heure. D'accord. C'est vrai? Bon, d'accord. Donc voilà donc la pertinence. Donc c'est arrivé. Moi en tant que caissier, de voir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me prend le plus de temps quand la personne est là pour faire une opération. Une opération. Souvent c'est des retraits, des dépôts d'argent ou bien des trucs de chèques, des enregistrements de chèques. Donc moi, en tant qu'intrapreneur, je peux analyser ça en termes d'heures et de gains de temps. Pour dire, si on fait ça, je sais pas, on crée une application mobile qui permet, donc dès que la personne de fluidifier le parcours client en réalité. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui a une bonne expérience dans son secteur, je veux dire, a la possibilité de voir et d'améliorer ses conditions de travail, mais également de proposer donc un service interne. Donc cette personne-là peut être considérée comme un entrepreneur. Ça nous pousse en fait à voir les qualités que vous avez citées tout à l'heure pour être un entrepreneur. Bon, j'ai assez parlé, je ne suis pas expert en tout cas à la matière. Je te laisse poser des questions. Alors moi tout à l'heure, je réfléchissais donc à l'environnement des affaires, à l'environnement de nos chefs d'entreprise. Et il y a un point en fait qui me vient quand même à l'esprit, c'est que nous on évolue dans un écosystème très entrepreneurial avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des startups, qui ont des boîtes plus ou moins grandes. Et on a souvent le même discours en réalité, c'est que
ces entrepreneurs-là, ces chefs d'entreprise, en réalité, cherchent des ressources créatrices de valeur. Et pour moi, une ressource créatrice de valeur, c'est une ressource qui a cet esprit-là. Tout à fait, ouais. De développer autre chose que ce qu'il y a sur son job description. Effectivement. Donc, pour ça, il faut déjà préparer l'environnement. Parce que parfois, on le souhaite, mais si l'environnement ne s'y prête pas, c'est voué à l'échec. Parce que si dans l'entreprise, la prise de risque n'est pas valorisée, n'est pas acceptée, je veux dire, les employés ne vont jamais prendre de risque. Parce qu'il faut accepter la possibilité d'échec. C'est extrêmement important. Parce que l'entrepreneur, c'est sûr que celui qui entreprend, qui a créé son entreprise, peut-être qu'il a intégré ça pour lui-même. Mais est-ce qu'il est capable d'accepter ça pour un employé? Qu'un employé à qui on paye tous les mois un salaire échoue. Donc, il faut qu'on puisse accepter ça. Et puis, vous prenez une entreprise comme Google. Google a intégré ça dans ses procédures. Parce que chez Google, par exemple, 20% du temps des employés, 20% ça veut dire une journée par semaine. Oui. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent comme projet. Magnifique. Ok. Et ils sont juste obligés de présenter le résultat de leur travail. Exactement. Bon, nous on fonctionne un peu comme ça. On demande un résultat. On n'a pas de. Non, au-delà du management par objectif, il faudrait que ça soit intégré dans le processus. Dans le modèle même de fonctionnement de l'entreprise, effectivement. Tout à fait. Tu as raison. Et ça permet en fait aux employés de consacrer du temps à des choses qui leur tiennent à cœur et dont ils pensent que l'entreprise peut bénéficier. Excellent. Et puis on dit que justement Gmail, tout le monde a un compte Gmail maintenant. Gmail vient du 20% d'un employé, justement quelqu'un qui l'a codé pendant son temps destiné. Voilà, et ça a été adopté par l'entreprise. Et c'est adopté par le monde entier. Le produit phare même ou le produit d'appel de Google. Donc, du coup, on voit à quel point les entreprises peuvent profiter de ça. Exactement. Mais comme je disais, il faut quand même préparer le terrain, l'écosystème interne de l'entreprise pour favoriser cela. Il y a des entreprises qui vont jusqu'à, comment dirais-je, récompenser l'échec pour que leurs employés n'aient pas peur d'essayer. Ça doit être des entrepreneurs, pas forcément des Asiatiques. Non, effectivement, ça doit pas être. C'est plutôt nord-américain. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas si compliqué. C'est sûr que chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on veut que ça réussisse. On ne cherche pas l'échec. Mais c'est de dire aux gens, si vous échouez, c'est pas grave. Oui. Vous allez juste recommencer mieux et puis vous allez apprendre quelque chose. Ça fait partie du parcours en réalité, ça permet d'apprendre et de faire mieux. Effectivement, parce que qui dit créativité, qui dit innovation, dit risque d'échec. Parce que quand on crée quelque chose de nouveau, il n'y a aucune garantie que ça va marcher. Et donc il faut que l'entreprise accepte cela, que le chef d'entreprise l'accepte, mettre les conditions pour ça. Et certaines entreprises vont aller jusqu'à modifier leur KPI, les indicateurs de performance, pour intégrer la prise de risque, pour intégrer même l'échec, pour que les employés ne se sentent pas blâmés parce que ils ont tenté quelque chose et puis échoué, et puis l'autre qui n'a rien tenté, qui a juste respecté les indicateurs habituels, va progresser plus vite. C'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait une discrimination entre quelqu'un qui entreprend en interne, qui essaie des choses nouvelles, qui échoue, qui n'y arrive pas, tout à fait. que quelqu'un qui ne fait qu'appliquer les ordres et qui ne sort pas des clous. Exactement. Et c'est très important en fait de savoir que c'est à l'entreprise de mettre en place cet écosystème-là. C'est sûr que l'employé peut prendre l'initiative et même doit prendre l'initiative. Si vous sentez qu'il y a des choses à faire, des choses à améliorer, préparez un truc et puis proposez-le. Maintenant, après, c'est aux dirigeants, à la hiérarchie, de préparer le terrain pour que ce soit favorable à l'intrapreneuriat. Donc ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même, chacun a son rôle à jouer.
aussi bien l'employé que l'employeur en réalité. Effectivement, et ils y gagnent tous les deux. Tous les deux, oui. L'employé, il a plus d'autonomie, il donne plus de sens à son travail, parce que c'est surtout ça qui motive, hein? L'autonomie, le sens qu'on donne à notre travail. Et donc il est plus motivé, il est plus épanoui. Il apprend parce qu'il s'attaque à des domaines qui ne sont pas des domaines traditionnels de l'entreprise, qui ne sont pas ses domaines de prédilection. Hein, il va, je ne sais pas, s'il est informaticien ou je ne sais pas, spécialiste du marketing, il va apprendre à gérer le budget parce que c'est tout un projet. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est même aller plus loin que chef de projet. L'autre chose, je pense que ça permet à l'entrepreneur, l'intrapreneur d'être plus tolérant. Vis-à-vis de sa hiérarchie. Il va comprendre les limites. Exactement, oui. De chaque responsabilité. Parce que tant que tu ne sais pas d'entreprendre en interne, tu ne peux pas savoir ce que les gens... Ce que l'entrepreneur en question peut vivre. Tout à fait. Parce que le chef d'entreprise, le patron, en tout cas nous, on se sent des fois très seul. C'est parce qu'on est incompris par... Les gens qui travaillent avec nos collaborateurs. Tout à fait. Okay? Parce que ce n'est pas juste une histoire d'argent. Ça veut dire que la vie d'un entrepreneur n'est pas toujours similaire. Je veux dire, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et même les heures. Ça, c'est des montagnes russes. Ah, oui. Donc, des fois, tu penses que c'est un problème d'argent, l'argent est là, mais le problème n'est pas réglé. Tout à fait. C'est d'accord, oui. Effectivement, ça permet de comprendre justement toute la dynamique de l'entrepreneuriat, mais dans un contexte plus sécuritaire. Hein? Oui. Si la hiérarchie joue le jeu, bien sûr, c'est dans un contexte plus sécuritaire. Et c'est souvent justement ce qui fait que certains dirigeants d'entreprise, ça leur fait un peu peur. Parce qu'ils ont peur que, voilà, on donne plus d'autonomie à un employé, on lui permet de manifester sa créativité, il risque de nous quitter, d'aller créer son entreprise. C'est vrai, c'est un risque. Il faut pas avoir peur de ça. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir. C'est ce que je crois. Moi, je pense que entre avoir quelqu'un de créatif qui travaille pour moi pour un certain temps et ensuite par voler de ses propres ailes, il deviendra un partenaire, probablement. Voilà. Et de l'autre côté, quelqu'un qui fait juste le minimum et qui reste tout le temps. Je préfère celui qui reste un laps de temps. Mais qui me fait vraiment de belles choses. De belles choses. Quand pour penser ainsi, je pense que ça demande également beaucoup de générosité de la part de certains dirigeants ou promoteurs d'entreprise. Ok, bon, on arrive bientôt à notre fin. À la fin, oui. J'aimerais juste un point, un dernier point. Moi, je me dis également, il y a un autre aspect qu'il faudrait peut-être développer pour promouvoir l'entrepreneuriat, c'est le mentorat en entreprise. Oui, effectivement. Et ça, aujourd'hui, bon, on en a. Hein? Moi, j'ai eu un mentor en entreprise qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'espère en tout cas que moi-même en entreprise, j'ai mentoré des jeunes qui aujourd'hui me disent que merci pour m'avoir en tout cas accompagné tout le long du temps qu'on a passé ensemble. Mais il n'y en a pas encore suffisamment, je pense. Et c'est ce mentorat-là, je pense, est important pour permettre aux jeunes justement de développer cet esprit intrapreneurial. Effectivement, je pense que c'est important pour tous les aspects de l'entreprise, mais encore plus dans ce domaine-là. Parce qu'il y a énormément d'inconnus. Quand on est dans une entreprise qui est déjà établie et qu'on veut lancer un nouveau process ou lancer un nouveau produit ou un nouveau service, il y a énormément d'inconnus. Alors, si on est accompagné par quelqu'un qui a plus d'expérience et qui nous évite certains écueils, c'est tant mieux, c'est tout bénéf. Donc c'est quelque chose qu'on devrait promouvoir et vraiment introduire même dans les pratiques. Dans les pratiques de l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'ont formalisé, mais on devrait vraiment formaliser le mentorat, s'assurer que les gens plus expérimentés puissent transmettre aux gens moins expérimentés. Et on sait que les jeunes sont plus preneurs de risques. Exactement. Donc ce que ces mentors-là n'ont pas osé faire,
On espère que les jeunes, en bénéficiant déjà de l'expérience, voilà, des expérimentés, et la fougue de la jeunesse, avec les deux, on peut faire des miracles. Hein? Oui. Tout à fait. En tout cas, Nyanya, merci pour cet appel que tu viens de lancer. On est plus de mentors dans les entreprises, oui, effectivement. Et voilà, je pense que c'est quelque chose d'utile. Est-ce qu'au Sénégal, il t'arrive d'accompagner des entreprises, je veux dire, dans ce qu'on vient de parler? Dans ce domaine-là, non. Je n'ai pas eu l'occasion d'accompagner des entreprises qui veulent instaurer soit l'intrapreneuriat ou le mentorat en tant que tel. Mais je pense qu'on en a besoin. C'est quelque chose qu'on doit plus formaliser. Et il n'y a pas de domaine de prédilection pour ça. Tous les domaines, tout type d'entreprise peut bénéficier de la formalisation de cet aspect-là. Donc je pense qu'on y gagnerait. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je pense qu'on a fait... En tout cas, on a épuisé notre quantum horaire. Je voudrais quand même dire merci à Agora, à notre partenaire Agora, qui nous accueille toutes les semaines pour cette émission Job Stories et qui nous accueille d'ailleurs très très gentiment. Et merci Kader d'avoir bien voulu prendre un peu de ton temps à Dakar pour échanger avec nous sur cette question. Ça m'a fait plaisir. Et je voudrais juste te dire que la semaine prochaine, on a une émission spéciale qui sera filmée en public. Kader sera d'ailleurs invité. Normalement, s'il n'a pas changé d'avis. Je serai là. D'accord. Et donc, on aura un certain nombre d'invités qui pourront répondre en direct aux questions du public. Donc, l'émission sera filmée en public. Donc, on vous transmettra toutes les informations à partir de demain. Donc, merci beaucoup Kader. Merci Nyanya. Et à très bientôt, Chérif. Merci beaucoup. Salut. Et merci à notre caméraman du jour, Fabi. Fabi, la star. Je t'ai pris en photo.